Économie, le MAC sur i24 News. Soyez les bienvenus pour une édition qui consacre aujourd'hui un plan large aux élections européennes. C'est ce week-end que 400 millions d'électeurs du vieux continent sont appelés à élire leurs députés. Sans conteste, l'économie était le thème de la campagne. Mais quel pouvoir pour ce Parlement à l'heure où la reprise est timide? Lionel Friedfeld nous accompagnera tout au long de cette édition. Voilà pour le sommaire et merci d'être avec nous. Un coup d'œil d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique avec cet accord majeur dans l'industrie agroalimentaire israélienne. Tnuva, la plus grande coopérative laitière du pays, appartient désormais à 56% au groupe public chinois Bright Food. Ce géant mondial, 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, a acquis hier soir cette participation majoritaire des mains du britannique Apax pour 8,6 milliards de shekels, 2,5 milliards de dollars. Un changement de cap pour Tnuva créé il y a 88 ans. Tnuva qui contrôle 70% du marché des produits laitiers en Israël. Des nouvelles du Brésil et toujours des inquiétudes à moins de 3 semaines du coup d'envoi du mondial. À Sao Paulo, 20 millions d'habitants, poumon économique du pays. Eh bien, une grève des chauffeurs de bus a paralysé la ville hier. 2,5 millions de personnes affectées et la police a elle aussi rejoint le mouvement. Elle réclame des hausses de salaire, de meilleures conditions sociales. Les policiers menacent de récidiver en pleine Coupe du Monde. Nous sommes très inquiets et nous espérons, comme tous les Brésiliens, que la Coupe du Monde se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais nous devons alerter tout le monde. Le niveau de sécurité pour le public et de l'impunité dans le pays est très mauvais, avec ou sans le mondial. L'Amérique latine toujours un peu plus au nord. Au Mexique, John Kerry, le secrétaire d'État américain, veut renforcer la coopération économique entre Washington et Mexico. Recherche, innovation et clean tech. Des entretiens au plus haut niveau avec le président, vous le voyez, Enrique Peña Nieto. Le commerce entre les deux pays reste le moteur de cette relation. Notre défi est clair. Dans le passé, nous avons commercé ensemble. Aujourd'hui, grâce à nos relations commerciales, nous construisons ensemble. Et dans l'avenir, nous voulons innover et inventer ensemble. Un mot de la publication aux États-Unis des minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire. Un message assez clair, la normalisation poursuivra son cours pas à pas. Autrement dit, les rachats massifs d'obligations pour soutenir l'économie et la politique de taux quasi nuls auront un terme. La question est de savoir quand, pas avant la mi-2015 d'après les experts pour un relèvement des taux d'intérêt. En bref, en Asie, sachez que l'indice PMI manufacturier chinois, indice majeur de l'activité économique, a nettement progressé au mois de mai. L'indice provisoire de HSBC atteint 49,7 points, bien au-dessus des prévisions et contre 48,1 en avril. Et puis un géant du e-commerce dans la tourmente, eBay a annoncé mercredi avoir été victime d'une cyberattaque de premier plan. Elle aurait eu lieu il y a environ 3 mois. 145 millions de comptes clients seraient concernés. Nom, mot de passe et adresse. eBay recommande aujourd'hui à ses utilisateurs de changer de mot de passe. De quoi relancer le débat sur la protection des données. Si les entreprises se débarrassaient des données stockées dès qu'elles n'en ont plus besoin, eh bien je pense qu'elles seraient en mesure de minimiser les risques que ces données des utilisateurs soient exposées au piratage. Et avant de parler des européennes, on fait un point rapide sur les marchés financiers avec un expert, Eric Lewin, en liaison depuis Paris, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Eric. Bonjour David. Alors comment les marchés ont-ils vécu cette semaine de pré-élection? Peu d'impact, on l'imagine pour l'instant. Écoutez, il n'y a absolument pas d'impact ni sur les actions ni sur l'euro. Il y en a un petit peu sur les dettes périphériques. En fait, les marchés attendent quoi? Ils attendent la réunion de la BCE qui aura lieu le 5 juin prochain avec sans doute des mesures fortes qui pourraient être annoncées pour lutter contre la déflation qui menace l'Europe. Vous savez David que l'inflation est tombée à 0,7% en avril. C'est pas assez avec un taux de chômage élevé, une consommation peu dynamique, une faible croissance. Il faut donc agir. Alors parmi les mesures évoquées, sinon notamment une possible baisse des taux d'intérêt, un taux de dépôt négatif pour les banques ou encore des achats de dette publique, voire des achats de créances titrisées d'entreprises. Bref, il y a beaucoup de mesures possibles et d'ici là, les marchés actions devraient être calmes, très calmes même, et sauf événement exogène, il ne devrait pas se passer grand-chose sur les marchés. Mais attention, si la BCE n'agissait pas le 5 juin, il pourrait y avoir vraiment une onde de choc avec sans doute une nouvelle hausse de l'euro, une baisse des actions, bref, une situation assez difficile. Alors on attend beaucoup de Mario Draghi, espérons qu'il ne va pas décevoir les marchés. On regardera ça avec attention. Merci Eric Lewin et c'est le moment de passer au dossier des européennes.
28 pays, 400 millions d'électeurs, 751 sièges à pourvoir à Strasbourg et des prérogatives élargies, nous promettons, pour le Parlement européen. Ce week-end, le vieux continent élit ses députés. Le vote a commencé ce jeudi aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et la campagne, on a pu le voir, s'est concentrée très fortement autour des thèmes économiques, euro, dette, chômage, déflation. Avant d'en parler avec Lionel Friedfeld, Johanna Sitruk nous dresse l'état des lieux. Regardez. 751, c'est le nombre de nouveaux députés européens que les citoyens vont devoir élire du 22 au 25 mai. Pas moins de 193 listes ont été déposées. Au cœur des débats, le volet économique. La sortie de crise se confirme pour la zone euro et les agences de notation regagnent leur confiance. On s'attend à ce que croissent encore toutes les branches de l'économie de l'Union européenne l'année prochaine. La reprise a maintenant commencé, il faut continuer les efforts de réforme entamés par les États membres et l'UE. Ils seront payants, je pense. Mais tout n'est pas réglé pour autant. La cure d'austérité imposée par Bruxelles à de nombreux pays a laissé des traces. Le chômage frôle encore les 12% et reste très élevé chez les jeunes, notamment en Grèce, avec un taux de près de 54%. Alors qu'en parallèle, le taux d'inflation est dangereusement faible, seulement 0,2% au mois d'avril, bien loin de l'objectif des 2% visé par la Banque centrale européenne. Autre fléau, l'euro fort qui pénalise les exportations. Un seul objectif pour résoudre ces problèmes économiques, relancer la croissance. Et pour y parvenir, les pressions se font de plus en plus fortes sur la BCE pour qu'elle opte en faveur d'une politique monétaire plus accommodante. Alors justement, c'est l'un des problèmes de cette Europe, c'est la BCE en fait qui dicte la réalité de la politique économique. Or, elle est indépendante des politiques et donc aussi du Parlement. C'est un principe gravé dans les institutions de l'UE. Alors quels sont les réels pouvoirs de ce Parlement européen sur le plan économique? Est-ce que ces élections auront vraiment une influence? Bonjour Lionel Friedfeld, merci d'être avec nous. Bonjour David. Notre analyste financier. D'abord, votre avis sur ces élections, toute cette campagne autour des thèmes économiques. Est-ce que les élus auront un réel pouvoir en matière économique? On sent tout d'abord qu'il y a une crise institutionnelle en Europe. Ils ont un pouvoir, mais un pouvoir limité. Et malgré justement cette course à la présidence, et pour la première fois, les pro-européens disent que c'est très bien, qu'il va y avoir notamment des débats entre les candidats qui vont être montrés à la télévision pour la première fois. En fait, on voit donc que l'Europe est en retard. Elle n'a pas su, on va dire, par rapport au business, au commerce international, elle n'a pas su s'ouvrir et avoir des vraies institutions qui savent prendre des réponses rapides, notamment en temps de crise. On l'a vu dans la crise grecque, dans la crise de Chypre. Et la BCE est en fait un exécutif assez faible, puisque la BCE, dans le traité de Maastricht en 92, traité fondateur de l'Europe, en fait, elle a pour mission de lutter contre l'inflation. Et en fait, c'est sa mission unique. Ouais. Donc c'est ce qu'elle essaye de faire en ce moment. Alors un thème Lionel, qui suscite forcément les polémiques, les controverses après la crise financière de 2007-2008, l'Europe a opté pour l'austérité plutôt que pour des plans de relance. Un exemple, un cas d'école, la Grèce, et justement l'un des candidats à la présidence de la Commission européenne est un Grec. On écoute tout le bien qu'il pense de l'austérité. Si nous continuons cette politique désastreuse qu'est l'austérité, nous ne résoudrons jamais les problèmes. L'UE a trouvé des liquidités pour recapitaliser les banques, mais n'a pas trouvé les moyens d'aider les jeunes. Nous avons besoin d'un nouvel accord sur l'emploi, grâce au développement et à la croissance. On ne peut vaincre le chômage avec l'austérité. Le chômage des jeunes a pris des dimensions tragiques, en particulier dans le Sud. Voilà, Alexis Tsipras, 40 ans, l'espoir de la gauche radicale européenne. Alors Lionel, un affrontement idéologique, est-ce que l'austérité, c'était la meilleure voie pour l'Europe? Alors effectivement, pour l'Europe, je pense que trop d'austérité a cassé en fait l'austérité, il a repris la croissance en Europe. On voit simplement aux États-Unis avec la politique volontariste de la Fed qui a injecté plus de 80 milliards de dollars chaque mois dans l'économie avec des taux quasiment à zéro, ce qui a fait relancer la machine économique. En Europe, on n'a pas fait ça du tout. On peut l'imaginer? On peut l'imaginer, sauf que on pourrait, sauf qu'il y a un problème, c'est le traité 123 du traité de Karlsruhe en fait qui notamment interdit l'Europe justement à financer les États et à financer les agences gouvernementales. Ça veut dire qu'il ne peut pas racheter en fait les dettes souveraines des États. Aux États-Unis, l'État peut injecter des liquidités comme il veut. En Europe, il n'y a pas cette liberté de manœuvre, véritablement. Et puis l'austérité a quand même des limites au niveau de l'emploi, au niveau de la croissance, avec des pays comme le Portugal. Des bons résultats sur les déficits, en Irlande, au Portugal, mais sur la croissance et l'emploi, c'est pas ça. Il faut effectivement de la croissance, nourrir ça, inciter les investisseurs à revenir sur le marché européen, avoir beaucoup plus de stabilité, et ce qui nourrit la croissance et puis l'emploi. Ouais. En tout cas, une austérité qui aura aussi contribué à accentuer les inégalités. On va écouter le plaidoyer d'un des favoris pour la présidence, l'Allemand Martin Schulz, social-démocrate, et en français, s'il vous plaît. Nous vivons
Des moments insupportables, des spéculants font en Europe des milliards de profits et ne payent pas de taxes. Et le moment où ils font des milliards de pertes, ce sont les contribuables qui payent pour eux. Je comprends les gens qui disent « ça c'est injuste ». Et je dis, moi, président de la Commission, je vais introduire un autre principe de la taxe. Le pays du profit, c'est le pays de la taxe. Lionel, plus de taxes en Europe, pourquoi? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce qui est opportun aujourd'hui? Alors ce qui est assez un peu ironique dans cette intervention, c'est que justement il y a une espèce de machine européenne avec énormément de fonctionnaires. Il faut savoir qu'un fonctionnaire européen ne paye pas de taxes ou très peu de taxes. Pas de TVA, ils ont des avantages énormes comparés, on va dire, aux citoyens lambda ou aux cadres supérieurs. Un salaire d'un fonctionnaire européen est entre minimum au départ 3 000 € jusqu'à, pour les directeurs, plus de 20 000 €. Donc c'est vraiment un petit peu, vraiment un double langage. Sérieux quand même, Martin Schulz? Non, tout à fait, mais c'est une espèce de double langage de dire effectivement il y a des gens qui payent des mots, pas d'impôts. Je crois qu'il faut déjà faire le ménage à l'intérieur des institutions européennes qui sont devenues incompréhensibles. Ouais. Et effectivement, l'Europe pourra redémarrer et l'intérêt, c'est justement d'avoir une harmonisation fiscale. Puisque le défi, c'est ça. Puisque aujourd'hui, entre l'Irlande qui a un taux de taxe près de 15%, le Luxembourg, la France et l'Espagne, il n'y a aucun pays n'est harmonisé. Donc on ne peut pas avoir une monnaie unique qui fonctionne dans un système où il y a différents en fait, de taxes. Et vous pensez qu'en rétrécissant un petit peu l'Union à quelques pays plutôt limités, une dizaine, une douzaine, comme certains le disent actuellement, est-ce que vous pensez que ça pourrait arranger les choses à ce niveau-là? Alors un chiffre très simple, il y a 28 pays membres de l'Union européenne, il n'y en a que 18 qui ont adopté l'euro. Ça veut dire qu'il y en a 10 qui n'ont pas confiance en l'euro. Et le premier pays qui n'a pas confiance en l'euro, c'est l'Angleterre, depuis Margaret Thatcher, qui avait refusé de rejoindre Helmut Kohl et François Mitterrand à la création de l'euro. Ce qui veut dire que l'euro est un bon instrument, mais qu'il n'y a pas eu, on va dire, la BCE, il n'y a pas eu des mandats pour accompagner l'euro, pour justement soutenir la croissance. Alors justement, un autre chantier, Lionel, pour les Européennes. Les Européens, ce sera l'union bancaire. Les banques doivent faire preuve de plus de responsabilité. On écoute le message du candidat libéral, le Belge Guy Verhofstadt. Les banques sont le bon exemple qui montre pourquoi nous avons besoin de plus d'Europe. Nous l'avons fait, mais nous devons aller plus loin. Nous devons imposer une contribution des banques et différencier les banques d'investissement des banques d'épargne. Je pense que les banques d'investissement représentent plus de risques et doivent payer une contribution supérieure aux banques d'épargne, par exemple. Et nous devons aller dans cette direction. Alors Lionel, l'union bancaire est un casse-tête, ça fait des années que ça dure. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette éventuelle union bancaire quand elle aboutira? Alors effectivement, c'est un serpent de mer. On a développé en fait ce concept de too big to fail. On l'avait vu post-Lehman Brothers, où le gouvernement américain n'avait pas hésité à laisser mourir Lehman Brothers et ça avait des répercussions systémiques sur le marché financier international. En Europe, on a créé des champions nationaux également, mais il y a des banques de taille moyenne. En fait, il a fallu sauver, on l'a vu avec la crise des dettes souveraines, de la Grèce et différents pays. En fait, l'Europe a dû mettre beaucoup d'argent, mais en fait, ils n'avaient pas un problème exécutif. C'est le FMI qui a dû d'abord intervenir en Europe et les Européens sont venus un petit peu après. Une fois de plus, il y a un problème exécutif d'un point de vue, on va dire, sur les banques en Europe, mais ça, c'est de réactivité économique, mais d'une manière générale, il faut plus d'Europe parce que vous posez 3 chiffres très importants. Il y a à peu près 700 millions de consommateurs en Europe, 500 millions aux États-Unis et plus de 4 milliards en Asie, 1,5 milliard quasiment en Chine et en Inde. Ce qui veut dire que la France ou l'Allemagne en pays seul ne peuvent plus, dans les instances internationales comme l'OMC, se défendre. Il faut se regrouper, il faut plus d'intégration bancaire et il faut créer des champions nationaux dans le domaine bancaire. En 10 secondes, Lionel, un mot sur la vague d'euroscepticisme. On s'attend à une poussée des extrêmes. Quel impact ça pourrait avoir sur les marchés? Oui, ils sont déçus parce qu'effectivement, il y a ce manque d'intégration. Il y a eu la création de l'euro. L'euro, on a créé ça comme monnaie. Mais en fait, on n'a pas poussé plus loin, on va dire, le raisonnement. Et c'est une espèce de gestation assez difficile, un peu une naissance dans la souffrance. Et il va falloir plus d'intégration justement pour convaincre les marchés que l'Union européenne est là. Merci Lionel pour tous ces éclairages. Et on va passer au Media Watch. Et forcément, les Européennes monopolisent les unes en cette fin de semaine. On s'intéresse avec vous, Johanna Citruc, à cette tribune retentissante de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Bonjour Johanna. Bonjour David. Nicolas Sarkozy qui vient avec un arsenal de propositions pour l'Europe. Effectivement, donc une tribune dans laquelle l'ancien président français explique que l'Europe est en danger à cause d'un manque de leadership. Et pour rectifier ce problème, Nicolas Sarkozy propose la création d'une grande zone économique franco-allemande. Cette zone qui permettrait donc à la France de mieux défendre ses intérêts
intérêts face à l'Allemagne et qui permettrait aussi de prendre la direction des 18 pays membres de l'Union monétaire, autrement dit de la zone euro. Pour lui, il faudrait donc que ces deux grandes puissances, la France et l'Allemagne, convergent d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue fiscal pour pouvoir renforcer la stabilité dans toute l'Europe. On termine, Johanna, avec un sondage édifiant sur l'euroscepticisme des patrons français. Effectivement, donc à l'approche des élections européennes, on réalise que de plus en plus de Français ne croient pas en l'Union européenne, qu'ils sont donc eurosceptiques. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que parmi ces Français, il y a de nombreux chefs d'entreprise. Selon un récent sondage, seuls 44% des patrons considèrent que l'Union européenne est une opportunité. Le problème majeur, c'est qu'ils savent bien qu'il y a un marché commun, mais qu'ils ont la sensation de peu en profiter finalement. Merci Johanna, on suivra ces élections avec attention. Merci à tous les deux et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.